En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Tout de suite, notre retour sur l'actu, nous recevons notre biostatisticienne préférée, j'ai nommé Christine Coton. Christine Coton qui est également auteure du livre « Tous vaccinés, tous protégés », point d'interrogation, aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Christine Coton. Bonjour Jean-Édouard, ravi d'être de retour sur la chaîne avec vous. Merci infiniment, c'est toujours une joie de vous recevoir. Alors d'habitude, vous venez nous parler de vaccins, de Covid, de maladies, mais aujourd'hui, nous parlerons d'un tout autre sujet, en l'occurrence l'Internet des choses, des corps et des bio-nanotechnologies. Alors pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi avez-vous choisi de nous parler de ça aujourd'hui ? Alors au départ, effectivement, moi mon sujet ce sont les vaccins, et donc notamment les essais cliniques que j'ai présentés un petit peu en long, en large et en travers, puisque je pense que j'ai été la première au monde à trouver les vrais rapports cliniques des laboratoires en décembre 2020 et que j'ai donc décortiqué au fur et à mesure qu'ils sortaient au public. Et comment j'en suis arrivée aux bio-nanotechnologies? Finalement, grâce aux vaccins, puisque certains, en ayant examiné les flacons, trouver on va dire des choses qui n'étaient pas censées être à l'intérieur. Alors qu'il ne Alors, devait il y pas a s'y trouver, d'accord. discussion, voilà, il y a discussion sur qu'est-ce que sont ces choses. Certains disent que ce sont des nanorobots, certains disent que ce sont des cristaux de sel, certains disent que ce sont des puces RFID. Enfin, bon, donc on ne sait pas, en gros, hein, donc je ne vais pas dire aujourd'hui que la question est tranchée, mais du coup, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que sont ces nanorobots? Et j'ai rencontré sur mon chemin des personnes qui avaient entamé cette démarche bien avant moi et que je remercie pour tous les documents qu'elles m'ont envoyés. Et je tiens vraiment à remercier Canel, avec laquelle je suis en lien depuis quelque temps, qui a fait un travail énorme de recherche sur ce sujet-là depuis plus de 4 ans. Et c'est donc une grande partie de ces papiers que j'ai lus et que j'expose aujourd'hui. Euh, au départ, hein, finalement, si on raconte la petite histoire, comment on en arrive là, je vais vous le faire un petit peu sous forme d'histoire, parce que d'habitude, je présente enfin, j'ai des présentations avec des sources et tout, et c'est compliqué. Mhm. Alors, finalement, tout a commencé avec l'Internet des objets. Donc ça, beaucoup de gens utilisent, en le sachant ou sans le savoir, hein, de l'internet des objets. Donc c'était quoi à la base? C'était des objets qui collectaient, donc dans lesquels on mettait des puces, hein, des capteurs, qui collectaient des données Mhm. sur leur environnement et leur utilisation. Et donc ces données, pour qu'elles puissent servir à quelque chose, il faut évidemment les transférer sur des applications, sur des serveurs, pour analyse. Et c'est là où rentre en jeu, évidemment, dans les analyses, la fameuse intelligence artificielle, donc qui est en plein développement. Mhm. C'est pour ça qu'on assiste en parallèle au développement de l'IA et des nano-objets, qu'ils soient donc dans des objets, dans du matériel, où on Mhm. va voir qu'ils soient intégrés au corps humain. D'accord. Alors, ceux qui Donc, sont à la extérieurs, base, c'est tout le monde connaît. Ce sont les montres connectées, ce sont exactement. tous les appareils de domotique dits intelligents, les réfrigérateurs qui sont en communication avec les services de livraison du supermarché, ce genre de choses. Oui, gérer la température de la maison, les caméras de sécurité, Mhm. c'est un Ah objet oui, connecté et on a bien une application, souvent sur le téléphone, avec laquelle on peut surveiller notre maison. Alors les compteurs électriques intelligents, ah c'est un objet Linky, connecté. les Linky par Et exemple. et oui, donc après, on a eu des objets qui étaient censés,
venir nous mesurer la santé. Donc on a eu par exemple voilà, les montres intelligentes. Mmh. On peut avoir des appareils qui surveillent les cycles du sommeil, l'activité physique, la fréquence cardiaque, etc. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a les autoroutes intelligentes en fait. On a les autoroutes intelligentes. Donc en 2015, aux États-Unis, on avait des projets, enfin, des challenges, ils appellent ça le Smart City Challenge. Donc c'était développer la ville intelligente. Donc là, on va vers ce que nous propose le World Economic Forum et tous les grands dirigeants de ce monde, c'est-à-dire les smart cities, Oui, les dont cités certains 15 ont minutes. peut-être, voilà, les fameuses cités où on a tout à proximité, donc presque on ne sort plus parce qu'on n'a plus besoin de sortir. Et voir, on n'a plus le droit, peut-être. Et voir, et alors voilà, le problème du connecté, ensuite on va voir que l'un des risques évidemment, c'est le contrôle. Donc alors, à quoi servent aussi ces villes connectées? Alors ça gère, les infrastructures, la logistique, le, mmh, les feux de signalisation, bon, on voit bien ce que ça voilà, on peut avoir des caméras partout, on peut avoir des capteurs partout, et c'est censé aider à gérer, la ville. Bon et effectivement à surveiller, les citoyens. Alors ensuite, on a eu, les puces, vraiment les RFID, donc qui peuvent, qui se sont miniaturisées de plus en plus Mmh. et qu'on pouvait, implanter ou qu'on peut toujours, mais disons que maintenant elles sont tellement petites, donc qu'on peut implanter sous la peau. Alors donc Oui, il y a eu des phases de tests aux États-Unis et en Suède, je crois, me semble-t-il. alors aux États-Unis, la FDA, elle avait approuvé, un comprimé, qui avait un capteur à l'intérieur. Alors c'était, pour un traitement pour les schizophrènes. Mmh. C'était censé mesurer en fait si le patient, prenait bien son traitement. Donc D'accord. soi-disant, ben, le but étant de contrôler si les personnes prennent bien leur traitement, mais donc c'était dans le comprimé. C'était pas directement dans le corps quelque part. Mmh. Donc beh, une fois qu'on a eu connecté, tous les objets, beh, alors certains se sont dit: «Beh, on va connecter les corps». Alors là, on retrouve notre ami, dont je ne sais toujours pas s'il est vraiment notre ami finalement, le grand, Elon Musk Mmh. est un peu partout dans ces nouvelles technologies puisqu'il était dans l'IA, il était à l'origine de OpenAI, donc c'est quand même, ChatGPT. Mmh. C'est quand même l'un des créateurs, de PayPal, donc Mmh. le paiement, aujourd'hui qui est, quand même, Dématérialisé. Mmh. voilà, c'est un système parallèle, hein, quelque part, puisqu'on peut payer avec notre compte PayPal et pas directement notre compte en banque. Bon, évidemment, les satellites, Starlink, qu'il Mmh. met en place avec SpaceX. Mmh. Il est en train de travailler sur les téléphones aussi, de créer des téléphones qui vont se connecter directement aux satellites. Donc ça va être, via peut-être Tesla, les voitures électriques. Enfin bon, bref, Et il y a c'est Neuralink également. et j'allais y venir et il y a donc Neuralink. Et alors là, Neuralink, si on cherche sur le site de Neuralink, parce qu'évidemment toujours les premières, les premiers objectifs affichés, ce sont, par rapport aux malades, essayer de, rendre une vie à peu près correcte à des patients qui seraient tétraplégiques, enfin qui auraient eu des accidents et cetera. Donc, on a des expériences sur des patients vraiment très, très limités au niveau de leur mouvement et donc ils pourraient faire bouger des choses en ayant des implants dans leur cerveau. Mmh. Bah, à la limite, Alors pourquoi pas? voilà, puisque là, on est sur des gens qui sont malades, c'est un peu comme les vaccins finalement, hein, sûrs et efficaces, Mmh. si Allons-y, c'est quoi. sur voilà, bon, enfin moi je suis assez prudente avec tout ça. Mmh. Donc, alors donc ce sont clairement ce qu'on appelle les interfaces cerveau-ordinateur. Donc sur le site internet, ils indiquent, clairement les objectifs. Ils nous disent: «Notre interface cerveau-ordinateur est entièrement implantable, esthétiquement invisible et conçue pour vous permettre de contrôler un ordinateur ou un appareil mobile où que vous soyez». Ben, à la limite, pourquoi pas? Mais, dans l'autre sens, ça serait aussi possible. Alors, dès l'instant où ce sont des émetteurs-récepteurs, voilà. Ensuite, ils ont chez Neuralink, ils ont plusieurs projets, dont un qui s'appelle télépathie et ça, c'est aussi un implant,
cerveau-machine, hein, donc qui est en phase d'essai. Donc là, ça passe par des fils, hein. Donc on relie le cerveau à des tas de capteurs avec des fils. Enfin, donc là, on voit déjà qu'on approche la science-fiction. Alors après, pour des gens qui sont très limités de pouvoir enfin, utiliser des applications pour faire certaines choses parce qu'ils ne peuvent pas bouger, bon, alors on voit mal déjà pourquoi celui qui est en pleine forme aurait besoin d'être relié directement pour surfer sur Internet. Bon, je sais pas, mais quand on a quand même 2 bras qui, si jamais ça fonctionne, on peut encore allumer un ordinateur et cliquer sur une souris. Ça fait un Donc on peu voit penser déjà à, qu'on pardon de vous couper, ça fait un peu penser au roman de Dan Simmons, Hyperion. ah, je l'ai pas lu. Hem, très, très, très bon ouvrage et puis pour une fois, il a terminé. Il l'a fini. Ah, Parce que bon. il a tendance à commencer, des cycles sans jamais les terminer, mais bon là, nous revenons-en à ces Alors, implants. oui, oui, parce qu'en fait, on rentre dans la science-fiction, c'est-à-dire on rentre dans les Matrix et dans ces choses-là. Donc, dès 2019, on avait le Forum économique mondial qui discutait des technologies et ce qu'ils appelaient la bioconvergence. Mmh. Alors, la bioconvergence, c'est on va dire, la convergence de plusieurs activités qui sont biologiques, électriques, chimiques, etc. Et alors ensuite, quand on cherche, donc alors, on est passé enfin, on a ces espèces d'électrodes dans les cerveaux, et cetera, aux bio-nano-objets. Alors ça, c'est en anglais, c'est l'IOBNT, donc D'accord, Internet of Bio-Nano Things. d'accord. Alors, quand on commence à chercher des papiers sur ce sujet-là, là, ça devient tout à coup extrêmement opaque. C'est-à-dire qu'on nous parle que de papiers théoriques, Mmh. d'expériences théoriques ou qui ne sont pas faites dans le corps des gens. Donc, on, alors, ça parle de quoi? Ça parle de nanomachines, nanocapteurs, nano-nœuds, nano-antennes, nano-réseaux, Eh bien, d'Internet des corps. Alors, ces choses-là, donc nano, ça veut dire 10-9 mètres, c'est-à-dire 1 millionième de millimètre. Donc d'accord. là, on voit qu'on est dans l'ordre de l'extrêmement petit. Alors, qu'est-ce que feraient ces fameux nanocapteurs? Alors, ils auraient visiblement la possibilité de s'assembler en nanoréseau, donc évidemment le nanoréseau, pour nous connecter à Internet. Toujours. Toujours, c'est toujours le but, hein, c'est l'homme connecté, donc nous connecter à Internet. Alors, soi-disant, hein, évidemment, c'est dans un objectif de santé. Évidemment, c'est pour mesurer nos marqueurs biologiques pour des maladies potentielles, alors que ce soit les marqueurs du sang, le foie, diagnostiquer éventuellement des maladies. Donc, notamment, ça serait censé diagnostiquer la présence de cellules cancéreuses. Mmh. On a des papiers qui nous disent ah ben, ça pourrait repérer un virus. Ça pourrait délivrer des médicaments de manière ciblée, c'est-à-dire, mettre le médicament directement dans un endroit précis, dans un organe, puisque ça se déplace. D'accord. Non, on n'y est pas encore là, en fait, ça Alors on y est, c'est mais en fait, on ne sait pas où on en est. On ne sait pas parce que tous ces papiers-là, ils sont essentiels, enfin, ce sont des sites qui ne sont plus des sites, de médecine, ce sont des sites d'électronique. C'est notamment l'I3E, donc IEEE. Donc cette I3E, c'est une association, professionnelle qui regroupe des ingénieurs, électriciens, des informaticiens, des professionnels des télécoms, et cetera. Et donc eux, clairement, ils cherchent donc des protocoles pour faire connecter ces nano-objets, c'est-à-dire utiliser nos cellules mmh. pour créer des réseaux qui donc se connecteraient via ce qu'ils appellent un Internet des corps à des plateformes. Donc ça enverrait ces données collectées par ces nanocapteurs qui se déplaceraient n'importe où dans notre corps, dans notre sang, enfin on ne sait pas encore trop de quelle façon. Mais c'est extrêmement compliqué à comprendre parce que jamais dans ces papiers ils nous disent on a testé sur 10 personnes. On ne sait jamais sur qui ces choses-là sont testées. Des animaux Euh, peut-être? c'est pas clair non plus. C'est pas clair non plus. Donc on voit quand on lit que c'est faisable, mais on comprend pas
Donc ça nous parle du corps humain, hein, mais jamais il ne nous donne un exemple de personnes qui auraient reçu ça et sur lesquelles ils auraient fait les mesures. D'accord. Donc en C'est-à-dire fait, ce on qui serait l'équivalent d'un essai clinique. C'est pour ça que j'en suis arrivée aussi à ça. d'accord. C'est-à-dire donc dans les essais cliniques, on a aussi des essais, ce qu'on appelle les medical devices, donc les dispositifs médicaux. Une pompe à insuline implantée, c'est un dispositif médical et elle relève bien le glucose et tout un tas de paramètres. Mmh. Mmh. Et elle régule donc la glycémie en injectant, enfin en balançant ce qu'il faut pour les diabétiques. D'accord. Donc c'est un dispositif intelligent qui peut Mmh. être monitoré à l'extérieur. Moi, j'ai pas mal travaillé dans ce domaine-là d'ailleurs, les pompes à insuline. Heu, les les, hem, les pacemakers, ce sont aussi des dispositifs qui aussi, finalement renvoient des données à l'extérieur. Et d'ailleurs, pour conclure, il me semble que certains pacemakers ont été, repris, aux États-Unis parce il y avait une faille, ils pouvaient être, piratés par, Hackés, oui, c'est ça, évidemment. absolument. Donc c'est ça le Donc danger de toutes ces technologies, c'est qu'en plus on peut voilà se retrouver, et ces technologies, donc cette miniaturisation de et en fait, ce sont des dispositifs miniatures qui s'assembleraient à l'intérieur des corps pour faire des réseaux. Donc là, il y a quelque chose de semi-vivant, on va dire, ou heu, intelligent. oui, enfin, C'est pas une puce qu'on nous met comme, mmh, la puce du téléphone portable, mmh. qui est ce qu'elle est, qu'elle bouge pas. Non, non, ça c'est intelligent, c'est, ça mime la vie et D'accord. ça utiliserait tout ce qu'on peut avoir dans le corps, donc nos molécules, enfin n'importe quoi, voire, nos bactéries, enfin C'est un piratage du vivant, quoi. Merci infiniment, chère Christine Alors une Coton. À très vite, dernière très chose vite. quand même, Jean-Edouard, c'est très important parce que du coup, beh, ils cherchent donc sur les nanomatériaux et c'est là qu'on arrive au ce fameux graphène qui a été aussi beaucoup discuté, notamment l'oxyde de graphène, sur sa présence ou non dans les vaccins Covid. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci Voilà, infiniment, chère Christine Coton. À très merci. bientôt pour parler encore une fois peut-être des Internet des choses, des corps et des bionanotechnologies, ou de parler peut-être de nouveaux vaccins, que sais-je encore, de nouvelles découvertes sur ce qui s'est passé durant cette période Covid. Restez bien avec nous, chers auditeurs. Dans un instant, le libre journal de la résistance française. Surtout, rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour aider Radio Courtoisie. Et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag. Merci encore Christine Coton, au revoir.